Ici Europe 1. 16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre. Tous les jours des 16h, historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Elle nous raconte des histoires qui ont fait date. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Et évidemment, aujourd'hui, nous sommes le 18 juin. Alors, vous répondez à l'appel. Mais à l'autre bout du fil, c'est Elisabeth de Miribel, la secrétaire du général de Gaulle, dont vous nous parlez cet après-midi, Clémentine. Oui, Stéphane. Est-ce que ce nom, vous connaissez ce nom, ça vous dit quelque chose? Stéphane, ça lui disait quelque chose, mais pour une blague qu'il a faite hors antenne, qu'on rediffusera bientôt. Vous nous disiez quoi, Stéphane? Mais non, je faisais l'analogie entre Miribel, la station de ski, et Miribel. On part au ski. Mais vous savez, il y a une très belle... Avec Lambert Wilson et avec Constance Delay, il y a eu un téléfilm sur le général de Gaulle. Et c'était le personnage d'Elisabeth de Miribel est mis en exergue. Parce que c'est vrai, toute l'histoire de cette lettre... parce qu'elle a eu un destin étonnant. Hein. Alors, elle est née en 1915, Elisabeth de Miribel, dans une famille aristocratique de tradition militaire. Elle était notamment l'arrière-petite-fille de MacMahon, donc arrière-petite-fille de président de la République. Et elle naît dans un milieu assez conventionnel et étouffant dont elle n'a cessé de chercher à s'échapper. Elle a commencé des études de psychologie en France et en Suisse, ce qui pour l'époque est quand même une chose assez originale. Déjà, elle a milité dans les mouvements sociaux d'inspiration chrétienne. Vous savez, la GEC, la JOC, ces mouvements-là qui auront donné ensuite le sillon de Marc Sangnier, de tous les démocrates chrétiens. Et comme elle cherchait une cause à servir, elle s'est occupée d'enfants handicapés. Et en 1939, elle se retrouve à Londres, elle est engagée volontaire comme traductrice-rédactrice auprès de la mission française de guerre économique qui à l'époque était dirigée par l'écrivain diplomate Paul Morand. Donc déjà à 24 ans, elle part à Londres au début de la guerre et en fait le but de cette instance c'est d'organiser un blocus économique contre l'Allemagne. En gros, elle passe ses journées à rédiger à traduire des documents techniques, c'est pas très folichon. Mais en juin 40, quand elle apprend la nouvelle de l'armistice, elle refuse de partir en France, elle souhaite rester à Londres. Et alors, c'est là que le hasard, les circonstances s'enchaînent d'une façon très étonnante parce qu'elle a un grand copain d'enfance à Londres qui s'appelle Geoffroy de Courcelles. Et qui est Geoffroy de Courcelles? Eh bien, il n'est autre que le l'aide de camp du général de Gaulle. Et donc, c'est aussi un oncle accessoirement qui s'appelle, vous savez qui c'est? Bernadette Geoffroy de Courcelles. C'est Madame Chirac. C'est Bernadette Chirac. Et bien, son oncle était Geoffroy de Courcelles, aide de camp du général de Gaulle. Hein. Bon, alors, le 18 juin au matin, il appelle sa copine Elisabeth et lui, écoute, on a besoin de quelqu'un pour taper un texte à la machine, peux-tu venir? Et donc, le 18 juin 1940 au matin, Elisabeth de Miribel se retrouve dans un petit appartement de Seymour Place et elle va taper à deux doigts, parce qu'elle ne sait pas taper à la machine, sur une machine Underwood qu'on peut aujourd'hui aller voir rue de Lille à la Fondation Générale de Gaulle. Eh bien, elle se retrouve devant une feuille écrite par le général à peu près illisible. Elle a raconté ça dans une biographie intitulée « La liberté souffre violence ». Je me suis retrouvée devant une machine à écrire alors que je tapais fort mal et devant des feuilles manuscrites très difficiles à déchiffrer. Ces mots vont constituer une page d'histoire, je ne le sais pas encore, pourtant j'ai l'obscur pressentiment de participer à un événement exceptionnel. Et dès lors, elle va devenir une proche collaboratrice du général de Gaulle. Elle n'est plus simplement témoin, elle va devenir partie prenante. Elle est envoyée au Canada pour créer un comité de la France libre. En 1943, de Gaulle l'a fait venir à Londres, ce qui à l'époque devait quand même être un truc compliqué. Hein. De Londres au Canada, puis ensuite il l'a fait venir à Alger en 1943. Après, elle va être correspondante de guerre en Italie. Puis elle rejoint la 2e DB en Normandie pour couvrir la libération de Paris. C'est quand même une sacrée aventure. Hein. Et puis, elle a eu vraiment un destin hors norme, cette femme, parce qu'en 1949, elle est rentrée dans les ordres. Et alors, elle choisit pas le plus facile. Le Carmel, oui. Et elle passe 5 ans. Elle passe 5 ans au Carmel. Et alors, ce qui est vrai, ce qui est troublant, c'est que quand elle sort du Carmel, elle fait une carrière dans la diplomatie. Donc, elle va être à la fois au ministère des Affaires étrangères comme attachée de presse, secrétaire d'ambassade en Suisse, Maroc, Chili, Autriche. Donc, elle fait une assez belle carrière diplomatique qui se conclut à Florence comme consul général. Donc c'est quand même une belle carrière. Elle a écrit ses mémoires? Alors elle a écrit ses mémoires dans ce livre que je viens de vous citer, La liberté souffre violence, un livre de 1981. Et quand elle avait écrit au général de Gaulle, le 27 novembre 1948, pour le prévenir de sa décision d'entrer dans les ordres, voilà ce qu'il lui écrit. Vous avez été non pas seulement une collaboratrice d'une éminente valeur et d'un dévouement sans ombre, mais encore un réconfort et un exemple qui ont compté pour beaucoup plus que vous ne le mesurez vous-même
vous-même sur ce que j'ai pu faire de bon. Votre combat ne serait pas ce qu'il est si votre rôle et votre noblesse n'avaient pas provoqué la haine et les basses injures de l'adversaire. Je vous en demande pardon. Pourquoi la haine et les basses injures? C'est qu'évidemment, on a cancané chez les adversaires de De Gaulle. Une rumeur a couru qu'elle avait été à sa maîtresse. Et effectivement, Claude-Pierre Brossolette, le fils du grand résistant, assure avoir entendu son père parler clairement d'une liaison. On ne le saura jamais. Les protagonistes ont disparu et au demeurant, ça n'est pas ce qui est le plus important. Ce qui est le plus important, c'est qu'à Londres, toutes les traces de cette histoire de la France libre à Londres sont en train de s'effacer, et notamment le QG de la France libre au Carlton Gardens, qui est à 2 pas de Trafalgar Square. Eh ben, c'est un immeuble de bureau qui habite un cabinet d'avocats d'affaires, et ce qui nous pend au nez, nous autres Français en ce jour de 18 juin, c'est qu'un jour, ce bureau où le général de Gaulle a passé la guerre, soit racheté et devienne un vulgaire bureau où il n'y aura plus nulle trace de cette histoire. Donc, je dis Stéphane, lançons notre appel du 18 juin et proposons à ces initiateurs, car il y a en effet un certain nombre de personnes qui sont très très émues de cette situation, une souscription qui permette aux Français d'acquérir le QG de la France libre pendant la dernière guerre où se joua notre liberté. Est-ce que j'ai le droit de dire vive la France aujourd'hui? Oui, vous avez le droit. Aujourd'hui plus que jamais.